Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les exercices de cinétique. Tout d'abord l'exercice 9, page 244, où on parle de l'eau de Javel. L'eau de Javel contient entre autres ions les ions donc hypochlorite Cl-. Là, Cl-. Alors, ces ions ont un rôle oxydant et c'est eux qui vont être à l'origine du propriété désinfectante de l'eau de Javel. Donc ça tue les virus notamment. Alors, question 1A. Un facteur cinétique est mis en évidence lequel? Alors ici, on vous présente une série de courbes qui représentent donc la variation du degré chlorométrique de l'eau de Javel en fonction du temps. On voit qu'il y a trois courbes pour différentes températures. Alors on peut imaginer que le seul paramètre ici qui change, c'est la température, et toute chose étant égale par ailleurs, donc on voit que la vitesse de disparition des ions hypochlorite Cl- dépend donc de la température. Donc le facteur cinétique ici mis en évidence, c'est la température. Question 1b. La recommandation à conserver au frais vous paraît-elle justifiée? Donc évidemment, oui, comme le facteur cinétique c'est la température, si on baisse la température, on ralentit énormément la vitesse de réaction. Bon, on le voit ici, quand on passe de la courbe verte à la courbe violette, on voit qu'ici, pour la courbe violette, on a une diminution au cours du temps de la concentration en ion hypochlorite qui est beaucoup plus lente que pour la courbe verte qui traduit cette même évolution à une température plus haute. Question 2 ensuite, on vous dit aucun délai d'utilisation ne figure sur les flacons d'eau de Javel 12 degrés chlorométrique, contrairement au berlingot 48 degrés chlorométrique. Justifie cette différence et quel facteur cinétique est alors mis en évidence? Alors si on regarde bien les courbes là, on voit que quelle que soit la température, on a la vitesse de réaction qui va décroître au fur et à mesure que le temps avance. Et on le voit ici pour la courbe verte notamment. Donc les courbes violettes et rouges vont avoir la forme de la courbe verte mais un peu plus loin, évidemment. On voit que au bout d'un moment, quand le degré chlorométrique a suffisamment baissé, donc quand la concentration en ion hypochlorite a suffisamment baissé, eh bien on a la concentration en ion hypochlorite, donc le degré chlorométrique, qui n'évolue plus beaucoup. Donc on met aussi en évidence le facteur cinétique et concentration. Donc plus la concentration diminue, moins la vitesse de réaction est rapide. Donc au final, on n'a pas besoin de prendre les mêmes précautions pour conserver de l'eau de Javel peu concentrée que de l'eau de Javel concentrée. Donc pour l'eau de Javel peu concentrée, on peut la conserver pendant plus longtemps. Question maintenant 3A. On vous dit l'eau de Javel est commercialisée dans des récipients opaques, pourquoi? Alors pourquoi, si c'est opaque, on peut penser qu'il y a une influence de la lumière. Et effectivement, dans la lumière, vous avez notamment les réactions, les rayonnements ultraviolets qui vont influer sur la vitesse de réaction, qui vont augmenter la vitesse de réaction. Donc c'est le facteur cinétique. Et donc ça c'est pour la question 3B. Et question 3C, quelle recommandation mentionnée sur l'étiquette est en accord avec cette observation? On vous met quelque part là sur l'étiquette qu'il faut conserver au frais, ça d'accord, et aussi à l'abri de la lumière. Donc voilà pour l'exercice 9. Maintenant l'exercice 11, page 244. Donc on vous dit chauffer en présence d'ions hydrogène H+, donc ce sont les ions hydronium. Le propanol se déshydrate pour donner le propène et l'eau selon la réaction d'équation. Alors vous avez ici l'équation. Alors c'est une réaction que dans le chapitre suivant on appellera une réaction d'élimination. On part de une molécule ici, donc dans les réactifs, donc le propanol, et donc dans les produits on a deux molécules. Donc on a en quelque sorte éliminé quelque chose. Alors dans le vocabulaire des chimistes, on parle d'élimination. C'est comme si on avait cette molécule-là qui avait éliminé une molécule d'eau. Bon, c'est une façon de présenter les choses. Bon, enfin, en tous les cas, un réactif, deux produits, une réaction d'élimination. On vous parle également d'une autre réaction, celle où on a la réaction donc entre les ions iodates, là, IO3-, et les ions iodure I-. Hein. Alors, on vous dit dans le premier cas que pour la réaction avec le propanol, on a présence de ces ions H+, et dans celle-là également on a présence de ces ions H+. Alors,
Quelle est la différence entre ces deux réactions? Pourquoi peut-on affirmer que les ions H+, je les appelais les ions H+, ne jouent pas le même rôle dans les deux cas? Alors on voit que dans le premier cas, ici, là, les ions H+, ne font pas partie du bilan de la réaction. Donc les ions H+, s'ils accélèrent la réaction ici, c'est parce qu'ils sont des catalyseurs. Donc ici on a un catalyseur de la réaction, il n'intervient pas dans le bilan de la réaction. C'est-à-dire que dans le mécanisme de la réaction ils interviennent, ils sont consommés puis régénérés. Donc au final, dans le bilan, ils n'interviennent pas. Par contre, ici, là, dans cette deuxième réaction, les ions H+, interviennent comme réactifs. Donc ce ne sont pas des catalyseurs ici, ce sont des réactifs. C'est pas du tout le même rôle que précédemment. Voilà. Donc dans le premier cas, les ions H+, ce sont des catalyseurs. Dans le deuxième cas, ce sont des réactifs. Maintenant, l'exercice 14, dans lequel on vous parle de durée de réaction. Donc ici, on vous présente une réaction entre les ions Ag+, les ions argent et le fer métallique. On vous dit que le métal fer est en excès. Donc on vous demande de déterminer la durée de la réaction. Alors ça ne veut rien dire, la durée de la réaction, puisque théoriquement, la réaction s'arrête quand on a un réactif qui a totalement disparu. Enfin, pour le moment, on va dire ça comme ça. On voit qu'ici, les ions argent, Ag+, ont disparu au bout d'un temps qui est environ de 70 minutes. Donc, a priori, ce serait ça le temps de réaction. Enfin, si on regarde de plus près, ici, la décroissance des ions argent est asymptotique. Donc, on n'atteint jamais rigoureusement 0. Donc, le temps de réaction, a priori, est infini. Mais bon, dans la pratique, ici, on n'arrive plus à les mesurer au-delà de 70 minutes. Donc, on va dire que le temps de réaction, il est de 70 minutes. Pour déterminer le temps de demi-réaction, alors vous prenez une des deux courbes et vous regardez le temps au bout duquel la moitié des réactifs ont disparu, ou si vous voulez, le temps au bout duquel la moitié d'un des deux produits est apparu. Donc par exemple, je vais le faire pour les ions Fe2+. Regardez, pour les ions Fe2+, ça donne ça. Alors attendez. Je vous fais voir ça. Donc pour les ions Fe2+, donc on a une courbe qui a ce genre là, donc on voit qu'ils atteignent leur concentration maximale donc au bout d'un temps, on va dire, qui est de 70 minutes aussi, mais enfin théoriquement c'est un temps infini. Cette concentration maximale est de 0,040. Bon, combien de temps faut-il pour que la concentration atteigne la moitié de 0,040, c'est-à-dire 0,020? Eh bien, on regarde ici sur la courbe, ça fait à peu près 10 minutes. Donc, le temps de demi-réaction est d'environ 10 minutes. On obtiendrait la même chose en considérant donc la disparition des ions argent. Hein, si on mesure au bout de combien de temps la concentration en ions argent a diminué d'une moitié, on voit qu'effectivement c'est 10 minutes. Donc voilà pour cet exercice 14. On passe maintenant à la correction de l'exercice 16. Alors on vous dit qu'on étudie à 20 degrés la réaction entre les ions iodure, donc I-, là, cela, et le peroxyde d'hydrogène H2O2 en milieu acide. Alors petite remarque, la molécule H2O2 c'est la molécule de peroxyde d'hydrogène, et quand on l'a en solution dans l'eau, on parle d'une solution d'eau oxygénée. Hein, donc on vous donne ici l'équation de la réaction. On voit que ici on a réaction entre H2O2, le peroxyde d'hydrogène, les ions iodures, avec ici également, on met en milieu acide, consommation d'ions H+, et ici on forme donc la molécule de diode et de l'eau. Donc c'est la molécule de diode qui va donner la couleur brune à la solution. Donc pour le tube, ici on vous dit qu'on a préparé un tube témoin. Cette couleur là, c'est la couleur qu'on a à la fin de la réaction. C'est dû à la coloration en diode. Alors, on vous dit qu'on réalise ensuite les mélanges suivants à partir d'une solution d'eau oxygénée à 0,060 mol, une solution d'iodur de potassium à 0,40 mol par litre, et d'acide sulfurique à 0,40 mol par litre. Donc en fait, on mélange ici à chaque fois
3 solutions et avec des volumes différents. On voit que ce qui change ici, c'est à chaque fois le volume d'oxygène qui change. Le volume, donc, et la quantité de H2O2 qui va changer donc, dans les 3 tubes à essai. Donc la quantité, donc la concentration en H2O2 va changer donc d'un tube à essai à l'autre. Par contre, on voit que tout le reste va rester constant. Voilà. Alors, première question, on vous demande pourquoi on ajoute de l'eau dans les tubes A et B. Eh bien, on peut voir ici qu'on ajoute de l'eau, des quantités différentes. C'est de façon à ce que le volume total que l'on ait pour les solutions contenues dans les tubes A, B et C soit le même. En l'occurrence, ici, dans les tubes A, B et C, on va avoir, vous voyez, 7 ml à chaque fois. Ensuite, on va rajouter, on va avoir 3 ml. Alors, on vous demande ensuite de calculer les concentrations en peroxyde d'hydrogène et en ion iodure I- à l'état initial. Alors, comment faire ça? Donc c'est toujours la même histoire, je vais vous le faire pour la solution du tube A. Donc pour le tube A, il faut comme d'habitude faire notre petit tableau avec la solution mère, la solution fille, concentration, volume pour chacune des solutions. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit dans l'énoncé? On vous dit dans l'énoncé donc que l'on a donc le peroxyde d'hydrogène à la concentration de 0,060 mol par litre. Alors, on va noter concentration initiale, on va l'appeler H2O2 0. La concentration initiale en H2O2 à l'instant t égale 0, c'est 0,060 mol par litre. Quel est le volume prélevé? Donc le volume prélevé de cette solution, c'est, ici on le voit, 1,5 ml. Donc, je vais noter ici, volume prélevé 1,5 ml. Voilà. Et quel est le volume maintenant final de la solution? Alors, on voit que l'on ajoute au 1,5 ml 2,5 ml d'une solution contenant des ions H+, 3 ml d'une solution contenant de l'eau, plus 3 autres millilitres pour la solution contenant les ions iodure. Ce qui nous fait en tout, alors je le note ici, ça nous fait donc 1,5 ml plus 2,5 plus 3, ça nous fait donc 10 ml. On a donc un volume pour la solution donc phi, un volume total qui est de 10 ml. Donc pour calculer la concentration à H2O2 dans la solution phi, on va appeler ça H2O2F. Eh bien on utilise la relation que l'on connaît bien, produit concentration par volume égale constante, donc H2O2 0 multiplié par Vp qui est égal à H2O2 F multiplié par V tot. Donc H2O2 F pour la solution phi, ça fait donc H2O2 0 multiplié par Vp sur V tot. Si vous faites l'application numérique, ça vous donne 0,060 multiplié par volume prélevé 1,5 ml sur volume total 10 ml. Les deux volumes ici sont dans la même unité, ils sont en millilitres, on n'a pas besoin de convertir en litres, on peut laisser en millilitres, on aura un résultat donc sans unité pour le rapport. Donc ça nous donne une concentration de 9 10 puissance moins 3 mol par litre, ou si vous voulez 9 millimoles par litre. Voilà pour le calcul de la concentration. Vous faites le même calcul pour les calculs des concentrations pour les autres tubes.
Et puis, à titre d'exercice, vous retrouvez les résultats qu'il y a dans la correction. Donc ensuite, troisième question, quel facteur cinétique est mis en évidence? Bon, donc ici, ça c'est assez simple. On a fait varier simplement la concentration du peroxyde d'hydrogène, donc le facteur cinétique mis en évidence, c'est la concentration. Là, toute chose égale par ailleurs, on n'a pas fait varier la température par exemple. Voilà. On passe maintenant à l'exercice 25, page 250. Alors, dans lequel on vous parle d'un suivi par spectrophotométrie. Donc c'est un exercice qui ressemble beaucoup à ce que vous pourriez trouver au bac. Donc on vous parle des ions iodure, I-, qui réagissent avec une solution, enfin avec des ions peroxodisulfate, S2O8 de moins. Donc suivant une réaction qu'on a déjà vue, il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction, bon ici peu importe. Donc à l'instant t égale 0, donc on va mélanger deux solutions, une solution donc contenant les ions I- et une autre solution contenant les ions S2O8 de moins. Alors regardez comment ce que je fais là, c'est que je le note sur ma feuille. Donc j'ai ici l'équation de la réaction. J'indique donc à l'instant t égale 0, j'ai 10 ml des ions donc I- là, une solution contenant les ions I-, je mets la concentration. Pareil pour ici la deuxième solution, volume V2. Pour les ions peroxodisulfate, une concentration de 5 10 puissance moins 3 mol par litre. Alors, je continue la lecture. Donc on étudie par spectrophotométrie la formation au cours du temps donc, du diode, c'est de l'espèce chimique colorée. Alors, qu'est-ce qui se passe très concrètement? Eh bien, comme le diode est la seule des espèces chimiques colorées ici, alors ça c'est ce que l'on aurait dû voir en TP, et on va voir que la solution devient de plus en plus foncée. Elle est incolore au départ, et puis à mesure que la réaction s'effectue, eh bien, la couleur brune devient de plus en plus prononcée, jusqu'à évidemment avoir une valeur maximale. Hein, au bout d'un moment, ça arrête de s'obscurcir quand on est arrivé en fin de réaction. Alors à noter une petite remarque, si vous regardez ici, là, on a pris soin de prendre des concentrations très différentes pour les ions I- et pour les ions S2O8 de moins, et vous pouvez voir ici que pour les ions S2O8 de moins, les ions peroxodisulfate, ils sont dans une concentration qui est 100 fois moins importante que pour les ions iodure I-. Bon, ça veut dire que, évidemment, ce sont ces ions peroxodisulfate qui vont constituer le réactif limitant. Et puis aussi, en fait, ce que l'on pourra faire, c'est on pourra dire que la concentration en ions iodure I- va pas varier beaucoup au cours de la réaction, vu qu'ils sont très nombreux au départ et qu'on ne va pas en consommer énormément. Voilà. On passe aux questions. On vous dit que la mesure de l'absorbance des solutions aqueuses de diode de différentes concentrations molaires cran C montre que A est proportionnel à C. Donc l'absorbance est proportionnelle à la concentration et on détermine le coefficient de proportionnalité K à partir du couple donc, de concentration et d'absorbance qui est indiqué ici. Alors pourquoi dit-on que la solution étudiée suit la loi de Lamberber? La réponse est comprise dans la question. La loi de Beer-Lambert vous dit simplement que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Donc l'absorbance A, c'est une constante de proportionnalité multipliée par la concentration. Bon, donc voilà en quoi vous avez ici la loi de Lamberber. Vous suivez ici la loi de Lamberber. Donc déterminer la valeur de K en précisant l'unité. Bon, comme vous avez A égale K fois C, ici vous déterminez K comme étant le rapport de la concentration sur le rapport de l'absorbance divisé par la concentration. Bon, alors préciser l'unité de K. Donc, quelle est l'unité pour l'absorbance? L'unité de l'absorbance, pas d'unité pour l'absorbance. La concentration s'exprime en mol par litre. Donc, quelle est l'unité pour K? Eh bien, même unité à droite et à gauche, donc K doit s'exprimer dans une unité qui est l'inverse des moles par litre, c'est-à-dire des litres par mol, ou si vous voulez, mol moins 1 par litre.
Voilà. Ensuite, montrer que pour le mélange de réactionnel S réalisé au début de l'étude, la quantité de matière de diode formée s'exprime ainsi. Alors, ça c'est tout simple. Donc, on a l'absorbance qui est égale à, je vous le mets ici, la constante que l'on vient de déterminer multipliée par la concentration. En l'occurrence ici, l'espèce chimique colorée, c'est le diode. Donc on s'intéresse à la concentration donc, de diode au cours de temps. Alors, la concentration en diode. Hein, qu'est-ce que c'est? La concentration, eh bien la concentration en diode, c'est toujours une quantité de matière. Donc la quantité de matière en diode divisé par un volume. Quel est ici le volume de la solution? Le volume de la solution, c'est, vu qu'on a fait le mélange de V1 et de V2, le volume de la solution, c'est donc V1 plus V2. Donc ici, je remplace, ça me fait A qui est égal à K multiplié par NI2 sur V1 plus V2. Et donc ici, NI2, la quantité de matière donc au cours du temps en diode, c'est donc A multiplié par V1 plus V2 sur K. Voilà. Pour la question petit d, vous faites les calculs en utilisant la formule que nous venons de trouver. Vous remplissez le tableau, alors ça donne quelque chose comme ça. Là, on vous l'a mis dans la correction. Bon, c'est des calculs longs et fastidieux à faire. Et vous pouvez faire ça à un tableur. À Régressi, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer. De toute façon, là, j'ai obtenu une courbe comme ceci en utilisant Régressi. Vous embêtez pas à faire ça chez vous sur papier millimétré. Ça n'a pas grand intérêt ici. Ensuite, on vous dit on note x de t l'avancement de la réaction, relié la quantité de matière et l'avancement. Alors là, on refait rapidement notre petit tableau d'avancement. Donc je vous dis rapidement, voilà, regardez. Donc je fais un petit tableau d'avancement à l'arrache. Quand on regarde bien, on voit ici, on fait attention aux coefficients stoichiométriques que l'on a dans la réaction, ici, là, donc là c'est 1. Donc je remplis ma première ligne, ma deuxième ligne, et puis je vois qu'ici, quand je remplis la deuxième ligne ou la troisième ligne, je vois apparaître le coefficient stoichiométrique 1 devant le x. Donc si vous voulez, la quantité de matière de diode à l'instant t, eh bien c'est égal à l'avancement. Donc la quantité de diode à l'instant t, c'est égal à l'avancement. Voilà, tout simplement. Après, on vous demande de tracer sur un papier millimétré le graphique où on vous met l'avancement en fonction du temps. Alors, je vous l'ai tracé ici. Là, regardez bien. Donc, l'avancement ou la quantité de matière, peu importe. Donc, vous connaissez cette courbe-là qui est assez traditionnelle. Donc, on voit au départ, on a une forte augmentation de la quantité en diode au cours du temps. Donc ça, si vous voulez, la vitesse de réaction est assez importante au départ, et puis elle va être beaucoup moins importante au fur et à mesure que le temps passe. Hein. Si vous voulez, ce que l'on pourrait appeler la vitesse de réaction, c'est la pente ou la dérivée, si vous voulez, en chaque point de cette droite. En fait, en gros, ici, là, la vitesse de réaction est très importante, et ça se traduit par une pente sur cette courbe qui est importante. Et puis là, la vitesse de réaction est beaucoup plus lente, ce qui fait que vous avez ici une courbe qui est quasiment horizontale. Alors, donc, on nous demande ici de définir le temps de demi-réaction. Ça, je vous renvoie au cours. C'est le temps au bout duquel on a atteint la moitié de l'avancement final, et de déterminer graphiquement ce temps de demi-réaction. Alors, pour déterminer graphiquement le temps de demi-réaction, vous regardez, alors vous prenez par exemple ici l'outil réticule sur Régressi, réticule libre, voilà. Alors, on voit ici, là,
Donc on a le maximum pour la courbe là, que l'on atteint donc au bout d'un certain temps là, c'est au bout d'un temps très long, on a une quantité de matière qui est de environ 50 millimoles ou moles là. Hein. On regarde ce que ça donne. Quand est-ce que, au bout de combien de temps on a 25? On a 25 millimoles, c'est-à-dire la moitié de 50. Et vous regardez où je suis sur la courbe, c'est en un peu moins de 10 minutes. Donc je suis à environ je suis environ 8 minutes. Oui, voilà. Donc un temps de demi-réaction qui est de, comme je viens de vous le dire, ça marche plus, voilà, qui est d'environ 8 minutes, 8 minutes et demie, vous voyez. Dans la correction, je vois qu'ils mettent 25 minutes, je sais pas d'où ça sort. Bon, parce que quand on est à 8-9 minutes, on voit par rapport au temps de réaction que le temps de réaction est 6 à 7 fois plus long, donc 8 fois 7, 56, donc temps de réaction. Donc le moment, si vous voulez, la courbe est plate, ça fait 60 minutes, donc on est à peu près là. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que j'ai été clair. Merci et à bientôt.